Aujourd'hui, en toile de fond sonore de cette séance au poids du corps, extrêmement simple mais extrêmement efficace également, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et que je referai parce qu'elle nécessite très peu de matériel et qu'on peut la faire partout. Donc aujourd'hui, Edmund Burke et ses réflexions sur la Révolution de France. Edmund Burke est un auteur qui m'intéresse énormément parce qu'il montre à quel point le spectre des idées politiques est grand. Et il se trouve que lui particulièrement se situe un peu à la confluence de beaucoup de mes inspirations. Donc je prends toujours grand plaisir à le relire. Je vais introduire cette lecture par un passage de la préface qui va vous situer un petit peu l'auteur. Donc je la prends comme ça au milieu du texte. Pour les contemporains de Burke, cependant, rien ne laissait prévoir le rôle que celui-ci allait jouer dans la cristallisation d'une opinion contre-révolutionnaire. En 1789, en effet, Burke passe pour un Whig avancé, dont l'influence est certes en déclin, mais qui a derrière lui une brillante carrière politique, due à une activité surabondante au service des grandes causes libérales. Il a constamment défendu les droits du Parlement contre les abus de la couronne. Il a soutenu les insurgés américains dans leur combat contre les autorités de la métropole. Et depuis qu'il lutte pour l'impeachment du gouvernement Hastings, il mène une campagne violente contre les abus des colonisateurs des Indes. On aurait donc pu s'attendre que Burke devint un défenseur de l'action de l'Assemblée constituante, dont certaines idées ont des sources anglaises, que les plus radicaux des Whigs ne devaient pas manquer de relever. Or, voilà que Burke, dédaignant de répondre aux avances de Paine, prend la responsabilité de la division du camp libéral en soutenant que, au-delà même de ses excès, la Révolution française repose sur des principes totalement étrangers à la grande tradition du libéralisme anglais. En l'espace de quelques mois, ce théoricien respecté des libertés anglaises et du régime représentatif rompt avec ses amis politiques de toujours et devient pour l'Europe entière l'ennemi des droits de l'homme et le défenseur du vieil ordre monarchique et aristocratique. Edmund Burke, Réflexions sur la Révolution de France. Extrait. Je ne sais quel nom donner à l'autorité qui gouverne actuellement en France. Elle se prétend démocratie pure, alors même qu'elle me paraît en bonne voie de devenir une oligarchie aussi malfaisante que vile. Mais admettons pour l'instant qu'elle soit bien, par nature et dans ses effets, la démocratie qu'elle prétend être. Je ne réprouve aucune forme de gouvernement selon de simples principes abstraits. Il peut exister telle situation dans lesquelles une démocratie pure deviendra nécessaire. Il peut y en avoir d'autres, peu nombreuses et dans des circonstances bien particulières, où cette forme de gouvernement serait clairement souhaitable. Mais à mes yeux, ce n'est pas le cas de la France, ni d'aucun autre grand pays. Jusqu'à présent, nous n'avons pas connu d'exemple de grande démocratie. Les anciens les connaissaient mieux que nous. Comme je ne suis pas tout à fait ignorant des auteurs qui ont le mieux observé ces constitutions et qui les ont le mieux comprises, je ne puis m'empêcher de partager leur opinion, qui est que, pas plus que la monarchie absolue, la démocratie absolue ne peut être considérée comme l'une des formes légitimes de gouvernement. Pour ces auteurs, une telle démocratie, loin de constituer une forme saine de la République, en est plutôt la dégénération et la corruption. Si je m'en souviens bien, Aristote observe que la démocratie présente, sur beaucoup de points, une ressemblance frappante avec la tyrannie. Ce dont je suis certain, c'est que dans une démocratie, la majorité des citoyens est capable d'exercer sur la minorité les oppressions les plus cruelles, chaque fois que la cité se trouve profondément divisée, ce qui est nécessairement fréquent dans un tel ordre des choses. Et que cette oppression de la minorité s'étendra à une population beaucoup plus nombreuse, et s'exercera avec beaucoup plus d'acharnement qu'on ne pourrait le craindre jamais, ou presque jamais, sous l'autorité d'un seul sceptre. Ce qui est à remarquer dans une persécution populaire de cette nature, c'est que ces victimes sont plus encore à plaindre que celles de tout autre. Sous un prince cruel, elles ont,
pour calmer le feu de leurs blessures, le baume de la compassion qu'elles inspirent à tout le genre humain, et les marques d'estime que leur prodigue le peuple pour les fortifier dans la généreuse constante qu'elles mettent à supporter leur infortune. Mais ceux qui ont à gémir sous les injustices de la multitude sont privés de toute consolation extérieure. On les dirait abandonnés du genre humain, écrasés par une conjuration de tous leurs semblables.